Le... Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette antenne de radio ici et maintenant 95.2. Ce soir avec vous Olivier pour animer l'émission Nouvelle Conscience. Et puis dans cette émission de rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir Gérald Ben Merzoug qui est avec moi non pas dans le studio mais par Skype. Donc Gérald, c'est quelqu'un qui est né en 1967, qui est antiquaire, qui vend des minéraux. Donc je commence par les détails très matériels, Gérald, hein, et puis on va arriver progressivement à quelque chose de plus profond. Et donc Gérald, en fait, dès sa jeunesse, c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, et ce qui l'amène lorsqu'il a une vingtaine d'années, à commencer une ascèse profonde. Et donc pendant une quinzaine d'années, il va méditer beaucoup, il va nous expliquer ça en détail tout à l'heure, et puis il va arriver une expérience d'unité. Voilà, donc Gérald va nous raconter tout ça. Je précise qu'il est également auteur de l'Un et l'apostrophe UN aux éditions Aluna. Également qu'il a fondé l'association Tout est Un en 2013, qui vise à non seulement à aider les plus démunis, en particulier sur Paris, mais sur d'autres villes aussi, mais aussi à promouvoir les différentes approches spirituelles. Alors, en tout cas, donc là, on va effectivement, pendant cette émission, explorer un petit peu les expériences ou les non-expériences de Gérald. Et puis, je voulais vous proposer pour cette rentrée également une expérience, à savoir que il y a eu par le passé différents grands mouvements méditatifs qui se sont rassemblés pour méditer pour la paix à l'échelle soit d'une ville, soit d'un pays, soit du monde entier. Et on a pu constater effectivement des effets importants de ces pratiques-là sur les lieux qui ont été concernés en s'intéressant aux différentes statistiques de criminalité, accidents, etc. Et donc, me basant là-dessus, j'aimerais vous proposer, puisque nous-mêmes formons une petite communauté, ensemble, tous les auditeurs, Gérald, moi, je voudrais vous proposer ce soir, tout à l'heure, je vais vous diffuser dans la pause musicale un mantra je vous proposerai de chanter chez vous pour créer un courant d'énergie. Et l'idée étant que dans ces temps compliqués pour l'humanité, on puisse apporter nos petites vibrations de paix et contribuer par notre petite pierre à apporter un petit peu plus de paix dans le monde. Voilà, ce sera une petite expérience qu'on va faire et j'ai bien l'intention de la refaire dans les émissions suivantes. Gérald, à nous. Oui. Je te cède la parole, j'ai beaucoup parlé pour l'instant. Je trouve ça sympa en fait, là, ton idée là, de chanter un mantra, ça va se rajouter en fait à tous les autres groupes là, qui prient, qui méditent. Et ça fait déjà un bout de temps qu'il y a des groupes qui se sont formés comme ça. Donc du coup, ça en rajoute, hein, j'allais dire, toutes les bonnes intentions sont les bienvenues. Hein. Mais complètement. Oui, non, mais j'ai quelques articles que j'ai retrouvés sur le net parce que quand même je voulais avoir une petite approche scientifique dans cette histoire-là. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui s'est fait et j'ai trouvé quelques articles intéressants. Je vous lirai quelques passages tout à l'heure pour parler un petit peu de ce qui a été fait, et même si c'est loin d'être exhaustif, mais en tout cas il y a des exemples intéressants. Gérald, à toi. Oui. Je sais pas, on peut parler. Alors, Gérald, pourquoi est-ce que je t'ai invité ? Tu as un parcours intéressant, tu as un parcours spécifique. Alors, j'ai commencé à le dire tout à l'heure. On va parler de mon parcours. Voilà, commence par te présenter, notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas bien, et puis de là, on explorera autre chose. Alors, en fait, pour commencer, on va commencer dès le début. Hein. Depuis tout petit, cette sensibilité, elle a toujours été omniprésente. J'avais aussi une maman extrêmement sensible, donc du coup, je dirais quelque part, elle a participé à préparer le terrain.
indéniablement, elle avait des perceptions assez étonnantes et puis spontanément. Elle n'en a jamais fait un métier, mais bon, ça faisait partie de qui elle était. Et j'ai toujours ressenti depuis ma plus tendre enfance je sais pas comment on pourrait appeler ça, des ressentis, des perceptions, je ne sais pas. Enfin, je voyais beaucoup de choses, je sentais beaucoup de choses, et était complètement dans l'incapacité à pouvoir le transmettre aux adultes. Donc quand j'étais petit, ça a créé en fait une forme de frustration. J'en souffrais beaucoup parce que j'avais pas les mots, j'avais pas les phrases pour en parler, mais je voyais beaucoup de choses. J'étais souvent au courant à l'avance des décès des gens, des maladies des gens, de ce qui allait se passer dans le monde, etc., etc. Sauf que j'avais pas les moyens de pouvoir le communiquer. Et en grandissant au fur et à mesure, évidemment, tu apprends le langage à l'école, tu apprends à parler, tu apprends à communiquer et tout ça. Donc j'ai pu progressivement en parler. J'ai souvent été mis un peu en quarantaine. Et à l'époque, il n'y avait pas le Covid, mais bon, voilà. Souvent été mis parce que, évidemment, mes camarades de classe ne comprenaient pas. Et puis les parents aussi de mes camarades ne comprenaient pas cette espèce de petit bonhomme qui nous parlait de trucs complètement fantaisistes. Enfin, pour eux, en tout cas. Voilà. Et ça m'a amené, adolescent, à un moment donné, à me lancer dans certaines lectures et à expérimenter certaines approches spirituelles. Voilà. Juste une toute petite question, Gérald. Tu avais confirmation que ces visions que tu avais étaient effectivement réalisées. Tu avais une confirmation, voilà. Bien sûr. Ah oui, c'est ça. C'est justement ça qui souvent me mettait dans des états de mal-être, de stress, de peur, parce que dès que j'en avais, je me disais oh là là, il va encore se passer ça, oh là là, il va encore y avoir des gens qui vont mourir ou qui vont souffrir. Donc c'était pas évident, vraiment pas évident à gérer. Hein. Voilà. Et donc il y a eu cette période après d'adolescence, puis arrivé après un peu plus tard, 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais pendant l'adolescence, j'avais déjà commencé à pratiquer pas mal de choses. Hein. J'ai exploré beaucoup de voies. La religion m'intéressait beaucoup, donc tout ce qui était théologique, exégèse m'intéressait beaucoup, mais aussi toutes les autres formes de spiritualité, hein, parce que je ne rejetais rien. Et je me suis lancé voilà, dans beaucoup d'approches, beaucoup de pratiques. Même j'ai fait un peu à une époque, je me suis amusé avec l'alchimie, avec la spagyrie, enfin toutes ces choses-là, etc. Mais il demeurait quand même au fond de moi, j'avais vraiment un sentiment d'incomplétude. Il y avait quelque chose qui manquait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et c'est là que j'ai commencé à me mettre à explorer la voie méditative. Voilà. Alors au début c'était 1 heure par-ci, 1 heure par-là, puis c'est passé à plusieurs heures par jour. Puis il y avait des jours où je méditais toute la journée, puis après j'étais tout le temps en méditation. Voilà, le parcours, ça a démarré un peu comme ça, et à cette époque-là, j'ai fermé tous les bouquins. Hein. Parce que le ressenti que j'avais, c'est que ces bouquins, oui, ils t'apportent des choses, oui, il y a des réponses dedans, mais c'est en même temps simplement un exemple de témoignage de vie des uns et des autres, de leur propre expérience. C'était pas la mienne. Donc il fallait que j'explore quelque chose intérieurement, voilà, quelque chose de plus, intimement, j'allais dire. Voilà. En fait, c'est ça. Ça a commencé par là. Voilà. Bon, tu nous as mis l'eau à la bouche, là. Tu peux continuer un petit peu, quand même? Tu veux savoir quoi, précisément? Sur les pratiques, par exemple? Oui, alors peut-être d'abord effectivement raconter ton parcours de vie et puis ce qui t'a amené effectivement à cette période de 15 ans aussi, hein, d'ascèse, de pratique, tu m'as dit jusqu'à 10 heures de méditation par jour quand même. Hein, même plus que ça, mais il y a après c'était 24 heures sur 24, hein, où tu te retrouves en méditation quand tu marches, quand tu vas travailler. À l'époque, je travaillais dans un atelier de maroquinerie. Et donc j'étais même en méditation constamment pendant toute la journée. Je sortais pas de ces espèces d'états. Alors ça fluctuait parce qu'il y avait des états qui étaient beaucoup plus profonds que d'autres. En tout cas, c'est ce que je percevais. C'est comme ça que je le vivais. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui. Il y a des moments où je me trouvais dans des états où j'entendais même plus le monde, où je ne percevais plus le monde tel qu'il est, c'est-à-dire le monde tangible, le monde relatif. Mais je percevais autre chose, quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, alors je me suis j'ai fait un peu de yoga aussi, même beaucoup d'ailleurs à une époque. J'ai pratiqué beaucoup les pranayamas, donc les exercices de souffle, très 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 intensément, plusieurs heures par jour. Évidemment, ça déclenche des phénomènes, ça déclenche des états, ça déclenche des impressions dans le corps assez curieuses, puis tu en fait, tu as accès
à d'autres moyens du corps. C'est-à-dire que le corps, en général, on le connaît avec les organes, il fonctionne, voilà, comme ci, comme ça. On a l'habitude, on s'en rend même plus compte parce que ça fonctionne tout seul. Mais en fait, on peut avoir accès à d'autres choses, c'est-à-dire à des parties plus occultées des organes, des glandes, etc. Et grâce à la méditation, grâce au yoga, grâce à tous ces ressentis, ces perceptions, progressivement, j'avais accès à des choses qui étaient plutôt généralement au quotidien, qui sont plutôt occultés, auxquels on ne fait pas attention, mais dont témoignent beaucoup de sages, de soufis, de yogis depuis des millénaires. Voilà. Donc il y a eu une pratique très très intensive, tout en sachant, c'est-à-dire que j'avais un espèce de sentiment intérieurement que j'étais pas obligé de suivre en fait cette voie méditative. C'était assez curieux et très paradoxal, mais qu'il y avait quelque chose qui m'y poussait quand même. Donc du coup, j'ai suivi l'élan. De suivre cette pratique très très intensive. Voilà. Bon, moi j'ai toujours l'eau à la bouche. Hein. Là ça monte, le suspense monte. Tu sais, les pratiques spirituelles. Alors moi c'est vrai que j'avais plus de l'élan vers ce qui touche à l'hindouisme. Voilà. Pourquoi je n'en sais rien. Probablement quelque chose d'antérieur, probablement, puisque ça s'imposait à moi. Mais ça m'a pas empêché quand même d'aller voir aussi ce qui se passait du côté du christianisme ou de l'islam ou d'autres textes religieux ou d'autres approches philosophiques, etc. Et je me suis rendu compte très vite avec les pratiques intensives que je faisais qu'on arrivait à vivre les mêmes expériences aussi fortes, aussi puissantes, aussi intenses, dans n'importe quelle approche. Si on est ce que j'appellerais totalement investi dedans, c'est-à-dire complètement honnête, vrai, sincère, authentique, on vit exactement les mêmes choses. Les mêmes choses, pareil. Donc du coup, tout fusionne en fait. Il y a rien il y a aucune pratique qui est supérieure à une autre. Voilà, en fait, elles peuvent toutes mener à ce qu'on nomme l'illumination, la réalisation du soi en Inde, etc. Toutes, sans exception. Voilà. Moi, je me suis dirigé plus vers l'hindouisme, mais j'ai pas rejeté les autres. C'est venu après, mais c'est vrai que c'est plus ça l'influence que j'ai eue dans cette sadhana. Donc sadhana qui est un mot sanskrit qui signifie discipline spirituelle, accomplissement, réalisation, tout ça. Voilà. Donc moi, j'ai été plus vers ça. Bon, c'était pour moi. Et si je reformule ma question du départ en disant quelles ont été les différentes étapes dans ta vie qui t'ont préparé à vivre après cette période d'ascèse, cette réalisation, hein, pour qu'on comprenne le fil conducteur et petit à petit tu nous amènes à cette expérience ou cette non-expérience et puis que tu puisses ensuite nous la décrire. Alors, on met des mots sur les choses. Moi, j'ai pas eu l'impression en fait d'avoir vécu une expérience, mais bon, il faut bien employer des mots pour passer par un mode de communication. Cette espèce d'état qui n'en est pas un d'ailleurs, puisque c'est notre nature propre. Donc, à partir du moment où elle est reconnue, c'est plus un état, c'est c'est plus que la certitude. C'est une évidence pour moi que j'ai toujours été ça. Depuis que je suis petit. Donc il n'y a pas d'étape. Mais dans le monde relatif, il semblerait qu'il y ait eu des espèces de paliers comme ça, comme disaient les soufis, des stations, où il y aurait eu effectivement des étapes. Mais je le ressens pas, je l'ai pas vécu véritablement comme ça. Mais bon, si on parle d'étapes, on peut dire que il y a eu des influences, des montées, j'allais dire intérieurement, comme des appels. Voilà, quelque chose de cet ordre-là, qui disait que je ne pouvais pas résister à cet élan de pratiquer, de vivre autre chose que ce que me présentait ou semblait me présenter l'apparence de la vie. Donc du coup, je me suis retrouvé à pratiquer sans cesse, mais c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est tellement naturel et tellement simple. En fait, voilà ce qui se passait, c'est que je le percevais en même temps chez les autres. C'est-à-dire que ce que je ressentais, ce que je vivais pleinement, je le voyais chez les autres pareil, de la même façon, même sans qu'ils aient de pratique. Sauf que dès que je communiquais en leur disant mais vous êtes ça, enfin et tout ça, je passais un petit peu pour un fou, et les gens ne comprenaient pas très bien de quoi je semblais leur communiquer, enfin de quoi je semblais leur parler, quoi. C'était assez complexe pour eux. Mais c'est difficile à expliquer, tu sais, Olivier. C'est un peu complexe, parce que même à la fin des 15 ans de pratique,
j'ai conscientisé que en fait, j'aurais pu le faire sans pratique et que c'était la même chose puisque tout était déjà là, quoi. La pratique n'a fait que révéler ce qui a toujours été. Ça veut dire, en d'autres termes, elle était même pas c'était pas une obligation de le faire, sauf que c'était, comme je disais tout à l'heure, un élan du cœur. Donc j'ai suivi pleinement l'élan du cœur. D'ailleurs, je pouvais pas y résister parce que ça prenait toute la place. Voilà. En tout cas, tu dis que même depuis tout jeune, déjà, tu ressentais cette présence qui était autour de Oui. toi, hein, c'est ça, hein, même tout petit. Hein. Ouais, même à l'intérieur, partout. Ah oui, Partout. ça devait vraiment te déboussoler ou Les souvenirs les plus lointains, entre guillemets, dont je me souviens, je crois que j'avais 3 ans et demi ou 4 ans de ce ressenti, enfin je vais dire ressenti, hein. Voilà, parce que j'avais même encore plus jeune, hein, mais c'est autre, enfin ça se présente autrement, mais là où c'est vraiment clair, c'est quand j'avais à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Et qu'est-ce que Là, c'était? Tu pourrais décrire ce que tu as ressenti à ce moment-là? Cette présence, elle était comment? comme quoi je n'étais pas séparé de rien. C'est-à-dire que ce qui m'apparaissait, ce qui semblait m'apparaître à l'extérieur de mon enveloppe, en fait, était simplement une extériorisation ou la même chose, c'est-à-dire c'était identique, mais pas identique à mon enveloppe, mais à ce qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose d'impalpable, sauf que je ne pouvais pas le décrire comme ça, sauf que je le vivais comme ça, même en étant petit, mais sans les mots, parce que je n'avais pas les mots pour le dire. Et tu avais Mais déjà Pardon, vas-y. J'étais déjà conscient de ce truc-là, quoi. Tu vois, je vais mettre ce truc-là parce que c'est compliqué à l'époque pour pouvoir le communiquer aux adultes, c'était vraiment infernal. Oui, et tu avais déjà la certitude intérieure que l'autre, c'était toi? Oui, oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, c'était un truc très très intime. Ah ouais, 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 que j'étais pas du tout dissocié ni des autres et après ni des objets, ni des animaux, ni des végétaux, ni de rien en fait. Donc tu te reconnaissais aussi dans une table, dans une chaise ou dans une biquette que tu voyais dans un champ. Exactement. Mais sans savoir et sans avoir les termes et les mots pour l'expliquer. Mais c'était très très compliqué. D'ailleurs, arrivé à un certain âge, les perceptions, les ressentis, tout ça était tellement omniprésent 24 heures sur 24, c'est-à-dire même la nuit, le jour. Je ne pouvais pas sortir de chez moi, marcher dans la rue. Quand tu marches dans la rue dans une grande ville, moi je suis un Parisien, je suis né à Paris, tu marches dans une grande ville, forcément tu croises tout au long de ta marche des centaines, des milliers de personnes. T'en vois aux fenêtres, t'en vois partout. Dès que je percevais une personne, je voyais s'étaler devant moi ce qu'elle était, mais aussi bien du relatif jusqu'au plus subtil. Ça devenait invivable. Et un jour, ça a déclenché une telle, entre guillemets, j'allais dire, une telle saturation, je vais appeler ça comme ça, que je me suis mis à hurler en disant stop, et tout s'est arrêté instantanément. Wow. Tout. Donc c'est-à-dire que jusque-là, c'est-à-dire que tu percevais quoi? Tu percevais les émotions, les pensées des gens, Oui. tu percevais ce qu'ils avaient peut-être vécu dans d'autres vies, des Oui, choses comme aussi, ça? pareil, même chose, tout, C'est incroyable. tout le temps. Voilà, les animaux pareil, les plantes la même chose, les minéraux la même chose, les planètes pareil, l'univers pareil, pas tout. Incroyable. Bon, c'était à un moment donné, c'est arrivé où c'était plus supportable dans un corps physique. Et voilà, je me suis adressé en fait, voilà, à l'univers, à Dieu, je sais pas comment on peut l'appeler, en disant qu'il faut que ça s'arrête. Donc j'ai hurlé stop et tout s'est arrêté. Tout, y compris la sensation d'être relié au grand tout et d'être relié aux Tout. autres, d'accord. En tout cas, c'est l'impression que ça m'en a donné à l'époque. Mais ça a dû être un déchirement quand même, non? De se sentir du coup séparé et... Oui, et en même temps, ça a été un soulagement de ne plus avoir accès à l'info. Et je me souviendrai toujours, j'ai eu une phrase à un moment donné où je m'adressais à Dieu, et ça c'était juste avant que j'hurle. Il disait, j'aurais préféré que tu me fasses naître dans cette vie aveugle. Parce que c'était insupportable à un moment donné. Et après, tout est revenu, mais c'est comme si que tout s'était placé avec une espèce de simplicité, de fluidité, de normalité, mais voilà, et tout ne faisait plus. Et après, c'était vraiment différent, c'était vécu vraiment différent. Je pense qu'il y avait besoin de cette étape, je ne sais pas si on peut appeler ça une étape de mûrissement ou d'intégration, ou je ne sais pas, ou de réabsorption, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je pense qu'il y avait besoin de ça. Il fallait passer par là pour qu'après, ça soit quelque chose qui soit plus saturant, en fait, que ça soit plus une saturation. Là, ça avait été vécu comme une saturation, c'était ingérable pour un jeune garçon, c'était insupportable. Et comment c'est revenu justement? Est-ce que tu as fait des pratiques? Est-ce que tu as fait des demandes par prière pour que ça revienne? Pas du tout. Non. C'est revenu comme ça, du jour au lendemain. Pas forcément fait de pratique.
Donc c'est revenu du jour au lendemain. Ouais, du jour au lendemain. Alors évidemment, il s'est passé quelques semaines, quelques mois, mais ça revenait progressivement, tu vois, comme quelque chose qui semble être, un coup, un peu de ci, un peu de ça, un mélange de ceci, un mélange de cela, jusqu'à se positionner ou se placer complètement, intégralement, comme ça avait toujours été. Et puis après, c'est devenu beaucoup plus simple. C'était vécu vraiment très, très, très simplement, ce qui n'était pas le cas avant. C'était simple dans sa nature, c'est-à-dire, mais en fait, c'était vécu à un moment donné comme des souffrances, ressentir les gens avec leur douleur, leur souffrance quand ils vont mourir, les maladies, tout, et puis tout le reste, à un moment donné, tu peux pas quand tu es jeune, c'est très compliqué. Et lorsque c'est devenu plus simple, lorsque la présence est réapparue et le sentiment d'unité, Oui. est-ce que tu sentais encore les pensées, émotions lourdes, etc. des gens? Oui, tu ressens tout, tu vis tout, mais tu ne fais qu'avec ça, donc en fait, c'est comme si tu étais un genre d'observateur, donc tu n'es plus impacté. Tu n'es plus touché par ça. Le corps peut l'être encore, d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, il peut y avoir des trucs, des phénomènes qui se passent dans le corps après que tu ressentes ou que tu vives, j'allais dire, les milliers de personnes que tu croises au quotidien ou que tu reçois en rendez-vous ou autre, comme moi je le fais depuis maintenant 28 ans. Ça peut amener à un moment donné des choses dans le corps, ça peut arriver parce qu'il y a des choses qui sont probablement récupérées, que l'on récupère. Alors il y a des gens qui disent oui c'est du karma, oui c'est ceci, bon peu importe, mais il y a quelque chose d'évident qu'on récupère, donc le corps lui oui, mais par contre qui tu es, c'est-à-dire l'absolu que tu es, lui n'est pas impacté, il n'est pas touché. Et aujourd'hui encore, tu continues à avoir ces perceptions au sujet de tout le monde, au sujet de... Oui, mais tu vois, je m'en préoccupe plus. Ça n'a plus ça a eu une forme d'importance à un moment donné quand j'étais plus jeune parce que c'était quand même je pensais que c'était un super outil. Je dis pas que c'est un mauvais outil maintenant, hein, attention, entendons-nous bien. C'est un super outil, et puis tu sais, tu passes par des états un peu égotiques par moment, des états un peu, tu sais, un peu d'orgueil et tout ça, en disant, ah, c'est super, moi j'ai ça, tout le monde ne l'a pas forcément, donc c'est super utile, je vais m'en servir. Puis en fait, tu t'aperçois très vite, au fur et à mesure que les mois et les années passent, que ouais, en fait, c'est simplement une aptitude. C'est pour moi, en tout cas, après, je me suis rendu compte que c'était pas plus important que ça, et c'était certainement pas ça qui pouvait te mener à reconnaître ta nature absolue, quoi. Par contre, dans certains cas, ça pouvait être un obstacle. À partir du moment où tu hyper focalises sur les capacités, les aptitudes, les pouvoirs, les siddhis, comme disent les Indiens, à partir de là, effectivement, ça peut devenir un véritable obstacle. Tout à fait. Bon, ceci étant, est-ce que tu as des perceptions particulières sur ce qui arrive en ce moment à l'humanité, sur ce qu'elle traverse et là où on va? Perception particulière, moi c'est je veux dire perception tout court. Ce sont des étapes qui avaient été à l'époque annoncées. Justement, j'avais reçu des coups de téléphone des uns des autres puisque je leur avais dit il y a quelques mois. Bon voilà, c'est pas pour jouer les médiums, hein, j'ai autre chose à faire, mais c'est quelque chose qui est arrivé spontanément. Je leur ai dit bientôt il y aura une pandémie, bientôt il y aura ci, bientôt il y aura là. Restriction des libertés, le machin, les trucs, enfin bon, bref. Et du coup, moi, entre-temps, je zappe après, tu sais, l'info, elle vient, elle se présente, elle est dite ou non, enfin, elle est verbalisée ou non. Et à un moment donné, c'est les gens qui n'ont pas oublié, donc qui m'appelaient en disant, ah, tu nous as dit ça et ça, qu'est-ce qui nous attend après? Mais je dis, écoutez, je suis pas Madame Soleil. Madame Irma, c'est ça. Voilà, mais effectivement, il va arriver beaucoup de choses. Voilà, je veux pas jouer les visionnaires ou autres, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais en même temps, c'est pas que des choses négatives, parce qu'on nous balance le truc en disant ouais mais il y a plein de trucs négatifs. Non, non, non. Ça amène quand même cette étape entre guillemets pour l'humanité, amène des champs d'ouverture, j'allais dire, pour les uns et les autres, assez quand même énormes. J'ai jamais vu autant de solidarité actuellement dans le monde que maintenant, par exemple. Et il va y en avoir de plus en plus. Évidemment, il va y avoir des groupes un peu plus isolés, c'est-à-dire qu'il y aura des groupes qui vont suivre ce qui va être dicté et énoncé par comment je pourrais dire ça, par les gouvernements par exemple, et d'autres qui vont se séparer de ça parce qu'ils n'y croient pas. Ça va se multiplier de plus en plus. Ça va durer comme ça pendant un bout de temps, donc on va avoir des îlots un peu partout, des espèces d'éco-villages par milliers partout fleurir, et beaucoup d'autres choses. Enfin, tout ça va devenir, et à un moment donné, ça deviendra une forme d'ordinaire, de norme, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, parce que plus les gens vont ne pas vouloir suivre les règles dictées,
par les États, plus ça va être compliqué, plus ils vont être vus comme étant entre autres, je ne sais pas, des complotistes par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça va être des périodes assez difficiles et compliquées pour l'humanité. Mais elle doit, quelque part, même s'il n'y a pas d'obligation, immanquablement passer par ça. Est-ce que donc pour toi c'est une phase finalement où l'être humain apprend son autonomie, cesse d'être un enfant peut-être pour devenir un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature, réfléchir plus par lui-même et peut-être accéder à une part supérieure de son être? Oui, alors je ne qualifierais pas forcément ça comme une part supérieure, parce que pour moi il n'y a rien de supérieur, mais pour accéder simplement à l'être absolu qu'il est. Mais quelque part, tout est déjà là, sauf qu'effectivement, la focalisation sur les choses illusoires amène qu'on est voilé quelque part. En tout cas, on a la croyance d'un voile. Mais donc tout ce qui se passe actuellement est fait pour lever le voile, effectivement. Bien entendu. Alors pour certains, ça va accentuer cette illusion, mais bon, c'est un passage quasi obligatoire. Et pour d'autres, au contraire, ça va lever un voile incroyable, une clarté de ouf, quoi. Donc c'est vraiment une période de révélation. Exact. Bah, en même temps, et ça correspond, regarde, parce que comme le disait, je ne sais plus quel saint indien, vous êtes actuellement un yogi indien qui disait, vous êtes dans l'ère de Satya, la vérité. Donc forcément, il y a révélation. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Si on reprend ton parcours, donc tu as vécu ces 15 années d'ascèse et qui graduellement t'ont amené à pratiquer de plus en plus, à vivre des expériences peut-être de plus en plus profondes, en tout cas profondes, et qui t'ont amené à cette réalisation à la fin de cette période. Tu peux nous expliquer ça? En fait, tu vois, cette pratique, cette sadhana là, pendant une quinzaine d'années, quand je l'ai arrêtée, quand elle a stoppé, donc il y a eu un élan intérieurement qui a surgi, qui a dit, entre guillemets, même si c'est pas des mots, c'est maintenant que ça s'arrête, c'est plus la peine de continuer. Et là, il y avait une évidence que j'avais toujours été ça. Et à l'intérieur, mais pourquoi, dans ce cas-là, il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi tu as suivi une sadhana de 15 ans? Des fois, c'est compliqué de répondre à ça, c'est simplement parce que peut-être je devais aussi passer par ce cheminement pour expliquer aux gens que c'est pas une obligation que de suivre forcément une pratique intensive. On n'est pas obligé de pratiquer pendant des années du yoga, de la méditation 24 sur 24, ou de jeûner comme je l'ai fait des fois pendant très très longtemps, etc. pour dépasser quelque part les limites du corps, parce que je jeûnais, ce qui s'est imposé à moi souvent, le jeûne, c'est vraiment venu très vite. C'était destiné à ça, je l'ai bien compris intérieurement, je l'ai bien conscientisé, à dépasser les limites du corps, parce que pour pouvoir pratiquer une sadhana, il faut aller au-delà des limites. Forcément, le mental, l'ego vont te mettre des limites en te disant non, tu peux pas faire ci, non, tu pourras pas pratiquer comme ça, non, tu vas pas pouvoir te passer de manger, etc., etc. Donc il a fallu que je fasse quelque part ce que les Indiens ils appellent des austérités, des tapas, voilà, pour pouvoir dépasser. Ça a été une étape importante pour pouvoir continuer l'élan de suivre cette discipline spirituelle intensive. Mais j'insiste là-dessus, on n'est pas obligé de passer par là. Voilà. Il n'y a pas d'obligation à avoir une ascèse, une sadhana d'une quinzaine d'années, ou 17 ans, comme Pierre, par exemple, avec qui je fais des satsangs. C'est pas une obligation. Rien n'est obligatoire. Il faut suivre simplement cette espèce d'élan du cœur qui vient, qui vous dit pratique ci, ou fais ça, ou prie, ou va marcher dans la nature, ou travaille la terre. On peut atteindre la réalisation de la même façon, même j'allais dire, en abordant ces chemins-là. Et donc c'est lorsque tu as cessé la pratique, ou plutôt lorsqu'il s'est imposé à toi que la pratique cessait, que cette réalisation est venue? Elle a toujours été là, sauf qu'elle est devenue évidente. Tu vois, d'accord, quelque chose qui s'impose à toi comme étant ah ben ouais, je l'ai toujours su, quoi. En fait, c'est ça, cette espèce de réflexion d'évidence qui a surgi comme ça, tu vois, de nulle part en fait, et qui a dit ah ouais, ok, bah c'est ça, quoi. Et donc là, c'est plus utile de pratiquer, d'avoir cette discipline spirituelle intensive, ça sert à plus rien, ça n'a plus d'utilité, quoi. Ça semblait avoir une utilité au départ, mais je pense que ça faisait partie du parcours de cette incarnation-ci. Voilà, ça devait passer par là, quoi. Et alors, pour reprendre le titre de ton livre, l'un, oui. À quoi ressemble cet un?
C'est indescriptible. Mais je sais bien, mais justement, c'est pour ça qu'on va tenter de le décrire. On ne peut pas le décrire. Essaye. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mot, rien ne peut le décrire. Ça ne peut être que vécu, c'est-à-dire que on peut donner des pistes. Par exemple, souvent les gens me disent oui, ok, d'accord, mais comment je peux éventuellement le ressentir? Je dis vous ne pouvez pas le ressentir. Si vous le ressentez ou si vous voulez le ressentir, c'est que vous passez à un moment donné par une référence, un référentiel, et le référentiel, ça va être quoi? Le personnage que vous jouez au quotidien. Cette espèce de personnage illusoire, voilà, mais c'est pas par là que ça peut passer. C'est simplement prendre conscience que ça a toujours été là. Et pour prendre conscience que ça a toujours été là, bah, effectivement, il y a plein de petites approches, entre autres celles que on dit souvent aux uns et aux autres. Par exemple, il y a une pensée qui est émise spontanément, de toute façon, vous n'avez aucun contrôle sur les pensées, c'est très clair. Dès qu'il y a émanation d'une seconde pensée, une autre pensée, observez simplement, sans jugement, sans critique, sans comparaison, entre la première pensée qui a été émise et celle qui vient juste après, juste là, cette espèce d'entre-deux pensées, même s'il n'y a pas d'entre-deux pensées dans l'absolu, mais on va le dire comme ça. Observez là ce qui semble émerger ou ce qui semble se passer, entre guillemets. Et la majeure partie des gens, lorsqu'ils posent, entre guillemets, là, lorsqu'ils se posent là, on va dire, comme ça, me disent spontanément, ah, il n'y a rien, il y a tout, c'est la paix, c'est la joie, c'est la plénitude, tous, pratiquement sans exception. Ou alors ils peuvent rien dire. Et je leur dis souvent, bah, restez là, laissez faire là, à ce moment-là. Et là, souvent, la majeure partie des gens me disent, là, il n'y a pas de pensée. Effectivement, là, c'est éternel. Donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça, qui sont insignifiantes, mais qui parlent intérieurement, à l'intérieur. Voilà, des choses comme ça peut te mener à vivre cette présence, à expérimenter cette présence. En toute simplicité, d'ailleurs. Puisque justement on parle d'expérimenter cette présence et que tu as commencé à nous donner une petite technique, est-ce que tu te sentirais maintenant de nous faire vivre aux auditeurs et à nous-mêmes une petite pratique, un petit exercice, quelque chose pour nous donner un petit goût, un petit aperçu de ce que ça peut être que cette présence? Là, on vient d'en donner une déjà, ça serait bien essayé, là, aux auditeurs. Ah bah alors, est-ce que tu veux guider maintenant? Tu veux que je la guide comment? Ouais, tu dis fermez les yeux, portez votre attention sur vos pensées, etc. On peut le faire. Allez. Donc, on va demander à tous les auditeurs de fermer les yeux tout doucement, tranquillement. Voilà. Laissez passer les pensées, de toute façon, vous ne pouvez pas les contrôler. Vous n'avez aucun contrôle sur elles, elles émergent spontanément. Ne vous en inquiétez surtout pas. Laissez-les passer. Elles naissent, elles vivent, et à un moment donné, elles se dissoutent. En fait, elles sont dissoutes. Mais, vous allez voir, d'autres pensées vont surgir, avec des thèmes différents, avec des formes différentes, avec des couleurs différentes. Automatiquement, il va se présenter aussi ce qu'on appelle, en arrière-plan, l'effet double pensée, qui va essayer de s'emparer de cette première pensée, c'est-à-dire de donner une définition, une théorie sur cette pensée. Laissez faire. Ne vous en occupez pas. Celle-ci aussi, laissez-la couler. Laissez-la avancer. Laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre. Laissez faire les choses, tout doucement. Une autre pensée va surgir. Avant que cette autre pensée surgisse, d'ailleurs, déjà vous en avez une appréhension. Entre ces deux pensées-là, posez votre attention seulement. Posez-vous là. Et vivez à votre façon. Ça sera différent d'une personne à l'autre. Laissez faire, sans émettre aucune définition là-dessus. N'essayez pas de vous expliquer quoi que ce soit. Restez là. Totalement là. Ressentez. Vivez pleinement ce qui se vit là, entre ces deux pensées, qui a toujours été là. Là est la présence. Là est le soi.
là c'est éternel. Là c'est la paix, etc., etc. Et c'est très, très, très simple. N'importe qui peut vivre cette expérience. On n'est pas obligé d'avoir eu une grande pratique pour vivre ça. Tout le monde peut le faire. Restez là. Merci Gérald. Merci à vous. Voilà un petit aperçu. Moi j'ai ralenti déjà. Super. C'est un peu plus... La mer est un petit peu plus calme. On va en profiter pour faire une première petite pause. Cette petite pause, on va donc mettre ce mantra dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais vous donner quelques explications. Et ce sera l'occasion aussi pour celles et ceux qui ont envie de poser leurs questions à Gérald Ben Merzoug de nous appeler au standard 08 92 23 95 20. Donc d'appeler au standard pour poser vos questions à Gérald. Donc merci de le faire si possible pendant la musique, ce qui me permet de faire l'accueil au standard, parce qu'après, lorsque je fais l'interview, c'est plus compliqué. Donc je vous rappelle, le numéro c'est 08 92 23 95 20. Gérald est avec nous jusqu'à 1h du matin. Si vous voulez lui poser vos questions, il a les oreilles grandes ouvertes. Alors maintenant, cette petite expérience que je voudrais vous proposer. Voilà. Donc moi j'avais été marqué par le fait qu'il y a des groupes de méditation qui se sont réunis sous l'influence d'un maître à penser, on va dire, qui avait pour but de faire une expérience, à savoir en quoi est-ce que la méditation collective de grands groupes peut-elle impacter un lieu, un événement, un pays, le monde entier. Et il y a plusieurs articles sortis sur le sujet, plusieurs mouvements qui ont essayé ça. J'ai trouvé quelques petites choses, je voudrais les partager avec vous, parce que du coup, ça nous permet de savoir que vous, chez vous, moi, ici, Gérald chez lui, enfin Gérald il le sait, mais nous, si on le sait moins, bon, justement, c'est l'occasion de le savoir plus. On peut avoir un impact sur ce qui se passe maintenant, de toute façon là, puisqu'on est relié au collectif, au grand tout. Mais ceci étant, on peut avoir un impact, et on peut avoir un impact positif en envoyant des ondes, des vibrations de paix, des vibrations de lumière. Donc c'est ce que je vais vous proposer de faire. J'ai trouvé quelques articles sur différents blogs, sur un article aussi du New York Times, et je vais vous ressortir très succinctement ce qui a été ce que j'ai trouvé essentiellement. Donc là, c'est un article d'octobre 2015 qui est en anglais, hein, donc je vais vous le traduire, donc vous m'excuserez, ce ne sera pas de la traduction parfaite, c'est de l'instantané. C'est sur un blog qui s'appelle The Way of Meditation, la voie de la méditation, et donc c'est un article qui traite exactement de cela. Hein, donc je vous en lis quelques petits extraits pour vous donner un petit aperçu. Le titre de l'article, c'est « Des recherches scientifiques indiquent que la méditation de masse peut réduire les effets de la guerre et du terrorisme. » Rien de moins. Alors, le pouvoir de la méditation collective pour créer la paix, pour diminuer la guerre et les effets du terrorisme a été étudié à plusieurs reprises. Les résultats obtenus par des groupes pour créer la paix durant des semaines ou des mois consécutifs ont toujours été positifs, avec des réductions presque immédiates du nombre de victimes liées à la guerre. Et cette réduction de plus de 70% en moyenne. 70%. Bon. De plus, un groupe qui s'est rassemblé sur plusieurs années a... alors excusez-moi, c'est un petit peu... Voilà, c'est de la traduction instantanée. Donc, en marge de ce groupe, une vague de paix a eu lieu dans le monde qui a transformé l'histoire du monde. Alors, la plupart de ces études ont été soigneusement examinées par des chercheurs indépendants, puis acceptées pour publication dans les principales revues universitaires. Réduction de la guerre au Liban. Pendant les jours de forte affluence, où un groupe de méditation pour créer la paix à Jérusalem s'est rassemblé,
on a constaté que les victimes de guerre au Liban ont diminué de 76%. L'augmentation de la participation à ce groupe de méditation est également fortement corrélée à la réduction de la criminalité, des accidents de la circulation et des incendies, ainsi qu'à l'amélioration des indicateurs économiques. Reproduction sur la guerre au Liban. Au cours des 7 différents groupes qui se sont rassemblés pour créer la paix, dans une étude de 2 ans sur les combats presque continus au Liban au milieu des années 80, les victimes de guerre ont diminué en moyenne de 71%. On avait tout à l'heure 76, là on est à 71, on est dans des chiffres qui sont assez similaires. Donc certains de ces groupes qui se sont rassemblés étaient importants et comptaient de 7 à 8 000 membres, des gens qui étaient parfois donc éloignés, ce qui indique bien que l'énergie qui a été créée peut rayonner dans le monde entier en étant dans différents endroits. Également réduction du terrorisme à l'échelle mondiale. Au cours des 3 plus grands rassemblements pacifiques, méditatifs, jamais tenus en Occident, les statistiques fournies par la RAND Corporation ont montré une réduction de 72% du terrorisme mondial. Alors écoutez, il y a beaucoup d'autres choses très importantes, mais je pense qu'on a l'essentiel. J'ajoute quand même qu'effectivement un peu plus loin, ils expliquent bien qu'il y a vraiment une démarche scientifique qui a été faite pour tenir compte des autres paramètres qui auraient pu influencer. Écoutez, je vais vous le dire. Exclure les explications alternatives. Pour être convaincante, toute étude doit exclure d'autres explications possibles des résultats. Comme les crimes violents, par exemple, augmentent généralement avec l'augmentation de la température, les chercheurs doivent tenir compte des changements de température dans leur analyse. Dans ces études, les chercheurs ont soigneusement démontré que d'autres explications possibles, telles que la météo, les changements réguliers hebdomadaires, mensuels, saisonniers et les changements au niveau des patrouilles de police, etc., ne pouvaient justifier les résultats trouvés, c'est-à-dire les diminutions de violence, de criminalité et aussi les effets de la guerre. Voilà, donc c'était pas un très très beau français, mais ceci étant, on a quelques éléments qui nous permettent de comprendre que ce que l'on fait a un impact. Je vous propose de le faire sans aucune attente, simplement pour le plaisir. On va écouter une belle mélodie, on va écouter Deva Premal accompagné de Miten, tous les deux qui vont nous chanter le mantra Loka Samasta Sokhino Bhavantu, Loka Samasta Sokhino Bhavantu, qui en gros signifie « puissent tous les êtres du monde être heureux ». Donc je vous propose chez vous de chanter ce mantra, ça va faire 6-7 minutes, quelque chose comme ça, et puis on va envoyer des belles ondes de paix dans le monde pour aider un petit peu à notre manière cette humanité. J'en profite pour ajouter que si vous voulez poser des questions à Gérald, le numéro du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.
c'était Miten, accompagné de Deva Premal, qui chantait le mantra Loka Samasta Sokhino Bhavantu. Merci à vous de vous être livrés à cette expérience tous ensemble. Nous allons recommencer à chaque émission. On verra, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, je trouve que c'est important. Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2, l'émission Nouvelle Conscience avec Olivier. Et puis mon invité de ce soir, Gérald Ben Merzoug. Pour l'instant, pas de questions standard, mais le standard reste ouvert. N'hésitez pas, si vous avez envie, au fur et à mesure de la conversation, d'intervenir, d'appeler, et puis de poser directement vos questions à Gérald. Alors Gérald, on te retrouve. Mon chat a fortement apprécié le mantra. Elle s'est couchée, elle s'est mise à ronronner hyper fort. Tu vois, scientifiquement, on peut dire qu'au moins des centaines de milliers de personnes qui chantent un mantra, ça agit sur un chat. Ah, complètement. C'est bon, on peut le dire ça. Alors Gérald, on va continuer un petit peu sur ton parcours, ce que tu fais. Ouais. Tu disais brièvement tout à l'heure que depuis 27 ans, tu accompagnes des gens. Donc oui. En fait, tu as choisi le métier donc d'antiquaire, tu vends des minéraux également. J'essaie. J'ai arrêté mon activité déjà il y a quelques années. D'accord. Et donc, parce que j'allais dire, du coup, ça te permet d'avoir les mains libres financièrement. Et est-ce que tu veux parler de cet accompagnement que tu proposes aux gens qui viennent te voir? Oui. Alors en fait, ouais, je les reçois, ça fait maintenant, je sais pas, 28 ans, je crois, un truc comme ça. Des gens, des gens du monde entier. D'accord. Beaucoup de monde. À une époque, je faisais même ça 24 heures sur 24. Je t'explique. Wow. Je recevais, donc j'allais travailler à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, je travaillais dans un atelier de maroquinerie. Donc je commençais le matin vers 8h et je finissais vers 18h, 19h. C'était des longues journées à l'époque même, des fois plus. Et dès que je rentrais, je commençais à recevoir ensuite les gens jusqu'à 23h, minuit. Voilà. Et après, au-delà, je dormais très peu parce que j'avais pas trop besoin de sommeil. Le corps, tu sais, quand tu as fait une sadhana avec beaucoup de méditation, en fait, la méditation finit par remplacer en fait les cycles de sommeil. Ok ? Voilà. Donc du coup, j'avais pratiquement pas besoin de dormir et je répondais, une fois que j'avais fini tous mes rendez-vous, je répondais aux gens ensuite sur Internet ou sur le téléphone portable. Ah, donc voilà, tu voyais les gens toute la nuit. Tu voyais les gens en direct, les gens venaient te voir. Pratiquement toute la nuit, je leur répondais. Non, je leur répondais souvent par message, par texto. Je veux dire, les gens en soirée venaient te voir et après, la nuit, c'était les gens du monde Exactement. entier. D'accord. Donc du coup, je faisais ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et ensuite, à l'intérieur, ça a dit « Ah non, là, faut arrêter pour la nuit. » Donc on a suivi l'élan, j'ai continué quand même à recevoir les gens jusqu'à maintenant. Bon là avec le Covid et tout ça, j'en reçois moins. Bon, je fais un peu plus de Skype, mais même les Skype, j'ai calmé un peu les choses parce qu'en fait, comme je faisais ça 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, je recevais beaucoup de monde. Et voilà, à l'époque, c'était surtout du monde. Je faisais pratiquement pas de Skype. Les Skype sont venus se rajouter ensuite, après. Du coup, je voyais pratiquement plus les amis, pratiquement plus les membres de la famille. Donc, à un moment donné, tu vois, je me souviens d'une remarque qu'un de mes frères m'avait dit. Ce dont bénéficient les gens qui viennent te voir et qui sont en ta présence, à ton contact, j'aimerais bien pouvoir en vivre aussi, moi, en avoir une part. Et ça, c'était un de mes frères qui m'a sorti ça. Du coup, à ce moment-là, tu vois, il y a eu une espèce de petite révélation qui a dit, bon, allez, la famille aussi, c'est important. Les amis aussi, c'est important. Donc, j'ai commencé à modifier mon planning pour recevoir les gens différemment, pour libérer des jours, pour pouvoir voir aussi les membres de la famille et les amis. Voilà. Donc, voilà, je reçois quand même beaucoup de monde et à un moment donné, tu vois plus les gens aussi qui t'entourent, qui sont très proches, quoi. Il a fallu que j'optimise les choses différemment. Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes qui viennent te voir ou qui te contactent ? Alors ça, c'est une bonne question, Olivier. Je n'ai jamais su ce que je faisais ou ce qui se faisait. La seule chose, c'est que en moi, ça constate que il semble qu'il y a quelque chose qui se révèle, qui émerge, ou une évidence qui a toujours été là. C'est différent d'une personne à l'autre parce que chacun a un parcours d'incarnation qui est différent. Donc voilà, mais à chaque fois, il se passe quelque chose.
Il semble en tout cas il semblerait qu'il se passe quelque chose, qu'il émerge quelque chose. Mais Voilà. en tout cas, si on veut être concret, est-ce que c'est par exemple des gens qui viennent te voir pour des difficultés physiques que tu peux soigner? Est-ce que c'est du conseil? Est-ce que c'est de l'enseignement? Est-ce que c'est des émotions que tu aides à libérer? Ah, ça peut ressembler à Écoute, quoi? c'est un mélange de tout ça. Le panel est très vaste. D'accord. Très très vaste, puisque comme je te disais tout à l'heure, ça va être vraiment différent suivant l'histoire de chacun. Il y a des gens chez qui ça va être une succession d'émotions, effectivement, refoulées, de croyances limitantes, on va le dire comme ça, de peurs, des fois des peurs depuis qu'ils sont petits. Et des fois, ils ont suivi des thérapies. Hein, certains, là, j'ai reçu des gens qui avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans de thérapie derrière eux. C'est pas que ça a servi à rien, c'est que ça a travaillé sur des aspects de la psyché, donc quelque chose qui reste encore relatif, c'est-à-dire intrinsèquement qui participe au fonctionnement du cerveau, du mental, mais pas quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des choses qui sont ancrées, qui sont plus profondes. Et c'est ça, en fait. Par exemple, j'ai toujours dit, et c'est pas du tout pour les juger ou les critiquer, mais un psychiatre, s'il veut être totalement efficace, et dans ce cas-là, on l'appellera plus psychiatre, il faut qu'il ait une approche académique, scientifique, et une approche spirituelle. Et là, il est global, il est complet. Il y a des choses auxquelles les psychiatres et les psychologues et les psychanalystes ne peuvent pas avoir accès. C'est pas qu'ils en sont pas capables, c'est que dans leur formation, dans leur propre expérience de vie, ça n'est pas là. Donc c'est important qu'il y ait cette dimension spirituelle. En plus, c'est un plus. Donc tu t'aperçois que cette présence qui est là, cette intelligence, a cette capacité à s'adapter à la personne qui est en face et à aller chercher en profondeur le noyau, le nœud du problème? Oui, puisque cette présence, en fait, elle est tout, elle sait tout, elle peut tout, elle fait tout. Donc forcément, comme elle se reconnaît en toute chose et chez l'autre, elle se reconnaît, donc elle sait exactement de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin, et même des fois, il n'y a même pas besoin de mettre des mots ou des phrases ou de sortir une explication hyper précise, super, voilà. Non, la chose se fait toute seule. Des fois, tu vois, il y a des gens, ils viennent, ils ont des problématiques, ils en parlent même pas. Ils restent ici pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend, hein, comme ça doit se faire en fait, parce que voilà. Et d'un seul coup, ils repartent, ils sont complètement sans avoir dit un mot. Donc tu vois, et puis d'autres, ils n'arrêtent pas de parler. Et puis ils ressortent et voilà. Et c'est différent, hein. C'est vraiment la présence prend des formes et des aspects insoupçonnés des fois. Mais en plus c'est infini, hein. Infini. Donc je précise quand même que tu reçois gratuitement. C'est ça. Et est-ce que si des auditeurs ont envie de te contacter, ils peuvent le faire et comment? Et alors, où es-tu? il y aura une contact par Facebook, sachant quand même qu'actuellement, je reçois beaucoup moins de personnes. Donc tu as de l'attente, j'imagine. Skype aussi, j'en fais 10 fois moins, tout ça. Justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que ça me permet d'avoir, entre guillemets, même si le temps dans l'absolu n'existe pas, mais dans le monde relatif, d'avoir un peu plus de temps, parce que j'ai aussi d'autres choses à faire à côté, voilà, au quotidien, voir des gens et autres. Donc, il faut qu'ils s'attendent des fois à pas avoir de réponse. Hein, ça peut arriver. Hein. Voilà, et bon, il faut être patient des fois. Hein. Des fois je réponds, des fois je réponds pas. D'accord. Voilà. Et tu es sur Paris, c'est ça? Oui, je suis sur Paris. D'accord. Ouais, voilà, l'appel est lancé. Hein. S'il y en a qui se sentent intéressés, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie aussi de poser des questions, moi je suis toujours là avec mes petits téléphones. Hein. Si vous avez envie de poser vos questions en direct, il y a aussi cette possibilité-là. Je redonne le numéro de téléphone du standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Alors, comment est-ce que tu fais, Gérald, pour proposer gratuitement ces séances? Est-ce que tu avais ton métier à côté qui te permettait avant de ne pas avoir besoin de demander de l'argent? Comment est-ce que tu fais actuellement? Tu as un autre métier? Alors, je vais développer un peu le truc parce que c'est vrai que souvent les gens me posent la question. Puis encore il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était marrant parce que beaucoup de gens que je recevais, ils me disaient j'ai appris que c'était gratuit. Je dis oui, mais attendez, moi je peux pas partir sans avoir donné quelque chose. Mais je dis mais ça sert à rien parce que je vais pas le prendre. Est-ce que je peux faire par exemple un don à votre asso? Je dis oui si vous voulez, mais à vous non. Non, je dis à moi non. Alors les gens me disent mais vous vivez de quoi? Mais comment vous gagnez votre vie? Alors je leur dis souvent, je ne gagne pas ma vie, je suis la vie. Donc déjà, ça c'est. Alors d'un seul coup, alors tu sais que mine de rien, on en rigole comme ça, moi le premier, mais
Tu sais que des fois, ça fait, même assez souvent, ça fait tilt chez les gens. Hein. Les gens me disent j'avais pas vu les choses sous cet angle, sous cet aspect. Et ça révèle quelque chose c'est vraiment assez énorme des fois. Et les gens me disent oui, mais ok, mais concrètement, alors vous faites comment? Je dis, vous savez, quand vous avez une telle confiance dans la vie et que vous êtes conscient d'être la vie, forcément, les choses dont vous allez avoir, entre guillemets, besoin, les choses qui doivent se présenter dans votre existence, vont se présenter. Bon, des fois sous des formes et des aspects auxquels vous ne vous attendez pas, ça va être la surprise, mais ça vient. Donc, il faut que tu saches quand même que moi, j'ai plus le droit au chômage, donc je ne touche pas de chômage. Je n'ai pas de RSA et tout ça. D'accord? Donc, j'ai pas de fortune personnelle, pour que ça soit bien clair. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, l'argent va se présenter. Comment? Je vais donner des exemples. Il m'est arrivé un jour de ne plus avoir rien dans les placards, plus rien à manger, même pas 1 euro pour acheter une baguette. Ça peut arriver, mais comme bon, m'en fous. Donc c'est pas grave, quoi, tu vois. Et je reçois un coup de téléphone d'une amie que je n'avais pas eu depuis au moins 5 ans, au moins. Et elle me dit, écoute, on a tel ami, alors j'avais zappé de qui elle me parlait, mais effectivement après ça m'est revenu le souvenir, qui avait des activités dans le bio, je crois, et qui arrêtait, qui partait en retraite. Et qui s'est retrouvé dans un entrepôt qu'il avait en sa possession, plusieurs tonnes de marchandises impérissables. Ok. Et donc elle m'appelle, et elle me dit, écoute, t'en voudrais, parce qu'on est sur Paris. Et je lui dis, volontiers, elle arrivait, elle m'a amené 2 tonnes de nourriture. 2000 kilos, je suis sérieux, hein. 2000 kilos, des trucs entièrement bio. Souvent c'était empaqueté avec des durées de vie, j'allais dire, de consommation très longues, des boîtes de conserve, de tout, des haricots verts, des petits pois, tout, du riz, à n'en plus finir. J'en ai redonné, hein, tu t'imagines bien. J'en ai redistribué, mais voilà, ça c'est un exemple. Une autre fois, pareil, des difficultés entre guillemets d'argent, et un ami vend un appartement, et en plus à côté se retrouve à être à un moment donné à recevoir un héritage. Donc il s'y attendait pas du tout, parce que ça a été très brutal, ça a été un décès d'un membre de la famille qui a décidé de donner l'argent en fait à tous ses neveux et nièces. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Donc il s'est retrouvé avec beaucoup d'argent, et à un moment donné, il ne sait pas pourquoi, un matin il se lève, et il y a une voix à l'intérieur de lui qui lui dit, écoute, puisque tu n'avais pas prévu cet argent, tu vas donner une somme importante de cet argent, tu vas le distribuer et tu vas le diviser en un nombre, voilà, c'est toi qui, voilà, d'amis qui t'entourent. Et je suis apparu dans cette liste. Et donc, du coup, il arrive un jour à la maison et il me dit, tiens, voilà un chèque de 10 000 euros. Ah, fabuleux. Fabuleux. Tu vois, c'est que comme ça, une autre fois, parce qu'on va pas rester là-dessus, mais une autre fois, parce que je pourrais t'en parler, j'en ai des centaines des exemples, moi. Hein. Une autre fois, pas d'argent pour payer mes impôts. Je sors me promener, mais tu sais, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, hein, je m'en fous. Et là, je trouve au sol une liasse de billets pliés sur le trottoir en yens japonais. Je ramasse cette liasse, je pars à ma banque pour faire le change, et c'était la somme exacte que je devais aux impôts. Fascinant. Et ça, tu sais, ce genre de truc, quand j'en parle aux gens, les gens, tu sais, où ils me prennent, tu vois, ils me croient ou ils me prennent pour un menteur, parce qu'ils se disent, mais attends, mais c'est quoi ces salades, quoi, enfin, c'est pas possible, quoi. J'ai dit, mais écoutez, je vous décris ce que j'ai vécu. Je peux pas vous le décrire autrement. C'est pas une histoire, c'est la vérité. Mais ça arrive tout le temps. Tu vois. Et même des gens qui croyaient pas en ça, des amis thérapeutes à qui c'est arrivé, qui étaient proches du précipice, c'est-à-dire qui se retrouvaient au bout de 15 jours après dans des situations très graves, être expulsés de chez eux ou autres. Je leur dis, écoute, t'es un thérapeute, tu passes ton temps à dire aux gens que tu reçois, ayez confiance dans la vie et tout ça, et t'es pas capable de l'appliquer à toi-même. Et au moment où ils lâchaient le truc, mais il leur arrivait des trucs pas possibles. Donc ça fonctionne pour tout le monde, c'est pas réservé à une élite, ça. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour les personnes que ça intéresse? Quel est l'état dans lequel tu mets? J'imagine que tu es pour recevoir. C'est un état de relâchement, j'imagine, de lâcher prise. Tu viens d'en parler avec ces thérapeutes, tu leur proposes de lâcher prise, et tu dis c'est quand ils lâchent prise que ça arrive. Comment est-ce que l'auditeur qui a envie de se mettre plus dans la position, si on peut dire, dans l'état favorable à recevoir de l'univers, peut-il faire? Il y a pas 36 solutions. C'est déjà être capable de tout accueillir. C'est vraiment, ça va jusque là. C'est-à-dire que même les situations
les pires, les plus compliqués. Il faut être dans l'accueil total. Donc ça, c'est l'accueil total, c'est équivaut à la foi. C'est-à-dire, et équivaut aussi à la confiance. C'est synonyme quelque part, mais une confiance inébranlable. S'ils arrivent à accueillir tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui leur arrive, que ça aille j'allais dire, de la chose la plus matérielle à la chose, je sais pas, dans le matériel, des choses même très graves, même des fois des pathologies, des maladies, des décès qui nous entourent, de gens qui nous sont chers et tout ça. S'ils arrivent rien qu'à faire ça, en général, ils voient leur vie se transformer. Toutes les personnes qui ont essayé, alors je dis pas que c'est facile, de pouvoir lâcher, puisque forcément, derrière, t'as un mental et un ego omniprésent qui, eux, j'allais dire, dans leur constitution, sont faits par la saisie, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à saisir et à attraper les choses. Donc il faut arriver, c'était ça tout à l'heure l'exercice, quelque part, de laisser faire les pensées, pas s'en occuper. Ça permet le lâcher-prise, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, s'ils arrivent justement à accueillir la pensée telle qu'elle, c'est-à-dire même quand la pensée leur dit « Ah si, il faut que tu aies peur, il faut que tu t'occupes de la maladie, s'ils arrivent à lâcher ça, la confiance, elle surgit automatiquement. Et je dis pas que c'est facile, mais ça tient vraiment à un fil. Moi, j'ai vu des gens dans des situations terribles qui, en une nanoseconde, lâchaient, mais sans savoir même comment ils arrivaient à lâcher. Ça lâchait tout seul, en fait, sans effort. Lâchait, et là, j'allais dire, 24 heures après, ils recevaient des coups de fil. Par exemple, on leur devait des sommes d'argent, les impôts leur devaient des thunes, la CAF leur devait de l'argent, alors qu'ils attendaient depuis 1 an, 2 ans, enfin des trucs de fou, quoi, qui se passaient, tu vois, des trucs de dingue. Donc tout peut arriver. Si vous ne laissez pas, j'allais dire, le terrain à la manifestation de la vie pour qu'elle se fasse, forcément, quelque part, vous bloquez. Oui, quelque part, ça bloque, on va dire. Alors que lorsque vous lâchez prise, vous laissez faire la vie telle que c'est-à-dire accueillir les choses telles qu'elles sont, comme elles sont, sans vouloir les transformer ou les changer. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on met des bâtons dans les roues, c'est ça, par nos pensées, par nos jugements, par nos peurs, etc. D'une certaine façon, on peut le dire comme ça. Et donc l'idée, c'est d'enlever tous ces bâtons des roues de la vie, de voilà. laisser tourner cette vie. En laissant faire la vie, c'est-à-dire la vie te présente à un moment donné, elle manifeste quelque chose, d'accord ? C'est ok qu'elle le manifeste, comme elle le manifeste, de la façon qu'elle le manifeste, sous l'aspect qu'elle le manifeste. Ok. Si on arrive à ça, à accueillir ça, en général, il se passe toujours beaucoup de choses. Et ça permet justement le lâcher-prise. Et dans ta vie, toi, tu as réussi justement à mettre en place ce lâcher-prise, ou en tout cas à te laisser aller à ce lâcher-prise, oui. Même dans les moments les plus difficiles. Bien sûr. Si un jour quelque chose, voilà, donc si quelque chose ou quelqu'un de très cher t'a été enlevé, oui. Par exemple, est-ce que ça t'est arrivé effectivement d'arriver à être dans cette posture de lâcher-prise? C'est un bon exemple que tu donnes d'ailleurs. Il y a 1 an, donc au mois d'août l'an dernier, mon père est décédé. Donc, je me suis retrouvé avec mes frères et sœurs à l'hôpital. Mais effectivement, comme il y a un tel lâcher-prise, je ne sais pas d'ailleurs comment, tu vois, une espèce de prise de recul qui est telle, que j'avais l'impression de voir comme un spectacle se dérouler devant moi. Bien sûr que ce n'est pas un spectacle pour ceux qui sont là autour. Mes frères et sœurs, ils n'en pouvaient plus, ils étaient tellement mal. Mais du coup, je n'avais pas de tristesse, je n'avais pas de larmes, et donc le lâcher-prise, il est là. J'étais pas inquiet non plus pour mon père, mais j'étais très heureux qu'il finisse aussi cette existence pour vivre et être accueilli là où il allait se retrouver après. Tu vois, donc il y avait ce lâcher-prise alors que toutes les personnes qui étaient autour ne l'avaient pas. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ma petite sœur s'est adressée à un de nos frangins en disant « Je comprends pas, Gérald ne pleure pas, n'a même pas les larmes aux yeux, je comprends pas. » Et là, notre frangin est intervenu en disant « Oui, mais il est détaché, ne crois pas que parce qu'il est détaché, et parce que tu ne le vois pas avec des larmes aux yeux et de la tristesse, qu'il n'est pas présent avec nous. Hein. Il l'est peut-être, mais d'autant plus. » Ça, c'est mon frangin qui a sorti ça. Mais en fait, belle reconnaissance. Comment ? Belle reconnaissance. Oui, voilà, exactement. Parce que ma petite sœur, elle ne comprenait pas. C'était pour elle, c'était terrible. Elle se disait, mais mon grand frère est devenu froid. Il est devenu distant. Enfin, il n'a plus d'émotion. Tu vois, elle ne pouvait pas comprendre. Et après, dès qu'il lui a dit ça, elle s'est souvenue des discussions que nous avions quand elle était petite. Ça lui est revenu d'un seul coup, ça a ressurgi. Ah oui, quand j'étais... Ah oui, je me souviens, c'est vrai qu'on parlait de ça, de ceci. Et là, tout lui est revenu, tu vois. C'est drôle.
Mais ça, c'est le cas typique. Quand une personne décède, une personne qui a été malade à un moment donné, une personne très proche, si tu arrives à ce moment-là à avoir vraiment cette espèce de prise de recul pour simplement observer ce qui semble se passer, là, tu peux l'accompagner, mais vraiment, tu peux l'accompagner même très loin, pas que physiquement. Tu accompagnes aussi l'être à un moment donné qui se décorpore complètement, c'est-à-dire qui laisse cet oripeau, c'est-à-dire cette tunique de peau, tu vois, c'est ce corps. Et là, tu vas l'accompagner même jusqu'au passage, entre guillemets, tu vois, pour passer, entre guillemets, de l'autre côté. Ça sera d'autant plus efficace. Est-ce que tu perçois d'ailleurs ce qui se passe de l'autre côté? Oui, ça c'est ce que j'expliquais à un moment donné aussi à mes proches, qui ne s'inquiètent pas parce qu'il allait être accueilli par des gens qu'il a connus. Il y en a d'autres qui sont décorporés, qui vont être là pour lui, etc. Donc je leur disais ça, du coup ça les a rassurés. Et régulièrement, mes frères aussi me demandaient comment il va, comment il est. Alors des fois je leur disais, mais comme j'ai pas envie de trop rentrer dans le fait, tu vois, du phénomène de perception médiumnique, tout ça, parce que ça m'intéresse pas du tout, mais bon, je leur disais quand même, il va bien, là il vient de passer un cap, un truc, un machin, tu vois, enfin je leur expliquais un petit peu, et du coup ça les rassurait, ça leur faisait du bien. Est-ce que ce que tu perçois ressemble quand même à ce que décrivent les personnes qui ont vécu des EMI, des NDE? Oui, on peut le dire, bien sûr. Oui, ça ressemble aussi à des choses comme ça, ou ce que décrivent des fois certains clairvoyants ou médiums, qui sont pour certains très doués, et qui expliquent ce genre de choses. Oui, c'est similaire. Voilà, donc la sortie de l'âme du corps, au-dessus du corps, partir vers le tunnel, traverser le tunnel, être accueilli par les proches, par les anges, ou je ne sais quoi. Et ensuite, voilà. Ok. Et est-ce que cette capacité de détachement te laisse quand même, j'imagine que oui, vivre des émotions? Parce que si en présence de ton père décédé, il n'y avait pas d'émotions, est-ce qu'il y a quand même des moments où il y a des émotions de tristesse, de chagrin, de colère? Alors, elles sont pas, il n'y a pas ça en fait. Je m'explique. Quand il y a des émotions, elles passent comme si qu'elles passaient à travers, tu vois, l'enveloppe, comme si qu'elles se présentaient comme ça, mais il n'y a rien pour les alimenter. Il n'y a rien pour converser dessus, il n'y a rien pour apporter des jugements, des critiques, des comparaisons. Donc elles sont, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont pas prises personnellement. C'est ça le détachement aussi, la prise de recul. Elles sont observées, si tu veux. C'est vraiment pour mal le dire, parce que c'est au-delà de l'observation. Elles sont vues pour ce qu'elles sont. Et surtout, elles ne me concernent pas, en fait. Mais par exemple, quand j'étais à l'hôpital au chevet de mon père, il y avait voilà, la famille et tout ça, il y avait des émotions qui passaient. Mais je n'étais pas impacté par elles, d'autant plus parce qu'elles ne me concernaient pas, et elles concernaient surtout les membres qui m'entouraient. Mais ces émotions se présentaient quand même, elles étaient quand même présentes, car eux le vivaient comme ça. Mais parce que donc l'idée c'est que toi, tu es plongé, si on peut dire, dans cette présence, et qu'en étant dans cette présence et en étant dans ce lâcher prise, l'émotion ne peut pas avoir de prise sur toi, c'est ça? Exactement, et en vérité, elle n'en a pas aussi sur chacun d'entre nous, sauf qu'on a la croyance qu'on est emprisonné dans l'émotionnel. Donc du coup, on joue le jeu, mais sans savoir qu'on joue un jeu en fait. Donc c'est nous-mêmes qui bloquons l'émotion, qui l'enfermons en nous, qui le faisons durer, c'est ça que tu dis? Oui, exactement. Enfin, on joue avec, c'est-à-dire que la conscience à travers nous joue à ce scénario-là. Justement pour qu'on sache que l'émotion, bien entendu, ça fait partie de l'expérience de vie. Hein. Quand j'en parle comme ça, je ne suis pas en train d'en parler comme s'il fallait la rejeter. Bien au contraire, il faut en faire l'expérience de cette émotion. C'est important et aller jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout de ce qu'elle génère, jusqu'au bout de ce qu'elle va déclencher, de comment on va le vivre, etc. Mais en fait, cette émotion est ce qu'on appelle un objet, c'est-à-dire que c'est un objet d'expérience qui est généré par la conscience. C'est-à-dire que la conscience, à un moment donné, te fait apparaître des objets émotionnels, de ressentis, de peur, d'angoisse, de projection. Enfin, j'allais dire, c'est faramineux le nombre d'objets qu'elle peut faire apparaître dans ton existence, enfin dans l'incarnation, de façon à ce que tu puisses goûter chacun de ces objets et en voir, et voir si, quelque part, c'est, entre guillemets, faux ou vrai. C'est-à-dire si cet objet peut te mener quelque part à te libérer ou non. Si cet objet a une nature est plutôt d'une nature éphémère. Et d'ailleurs, la plupart des objets sont éphémères. Mais pour le savoir, ça, il faut que tu en fasses l'expérience. Et l'émotion
c'est l'un des objets qui souvent apparaît dans la plupart des existences des gens. C'est l'un des objets les plus courants qui soit. Et c'est un objet hyper important, j'allais dire, pour la compréhension profonde. Donc c'est important qu'il y ait des émotions. Quels sont les enseignements qui t'ont marqué? Est-ce que tu as découvert une tradition? Tu parlais de l'hindouisme tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu es parti en Inde? Est-ce que tu as découvert Non, je suis pas parti en Inde. D'accord, donc c'est à travers la lecture, c'est ça? Alors à travers un peu de la lecture et puis des choses qui venaient spontanément, parce que moi les choses elles se sont toujours présentées à moi comme ça, spontanément. Donc j'avais besoin d'après d'aller chercher les sources. Tu vois, j'avais plein de choses qui étaient là, toujours présentes. Du coup je me disais mais d'où ça vient ça? Ah tiens ça parle de l'Inde. Ah hop, j'allais chercher. Ah tiens c'est cool le christianisme. Ah j'allais chercher. Ça venait spontanément comme ça en moi, ça émergeait. Donc l'Inde a été quand même très très marquant. Je pense, enfin pas je pense, mais je dirais que probablement, ça faisait partie de samskara, c'est-à-dire de tendances probablement karmiques, entre guillemets, enfin, des choses que j'ai vécues, une certaine sensibilité avec ce pays, avec cette terre, et que ça s'est à nouveau présenté dans le cheminement de cette existence-là. Voilà. Donc là, effectivement, l'hindouisme, ça a été très important, et des maîtres comme, je sais pas moi, Ramdas, Ramana Maharshi, Shivananda, Krishnabhai, enfin beaucoup de maîtres, même Anandamayi, etc. Et beaucoup d'autres. Comment il s'appelle, Balayogi, qui était un grand yogi qui mangeait pas, qui ne buvait pas depuis au moins une quarantaine d'années. Voilà, des êtres comme ça qui ont créé quelque part, ou qui m'ont rappelé quelque part ce que j'étais vraiment. Voilà. Et donc dans ton parcours, tu n'as pas été amené à un moment donné à être en présence de ce genre de maître, que ce soit en Inde ou ailleurs? Peut-être as-tu fréquenté aussi des maîtres chrétiens ou autres? Une fois, il y a un maître qui s'est présenté, qui vivait en France d'ailleurs, mais dont entre guillemets, je tairai le nom parce que voilà. Mais beaucoup de gens ne savaient pas que c'était un maître, mais il y avait quand même une certaine quantité de personnes qui le savaient. Et des gens de toutes les confessions venaient le voir. Je me souviens en fait, je l'ai croisé un jour en marchant dans la rue. Je suis rentré dans un local et c'est comme ça que les choses s'est faites. Mais ce qui était très intéressant, en fait, j'ai eu une espèce de révélation qui un jour est venue suite à notre rencontre avec ce maître, comme une évidence, c'est-à-dire comme l'évidence que le chemin que je parcourais était celui que je devais faire, c'est-à-dire comme une confirmation. En fait, il m'a apporté une confirmation absolue. Et un jour, j'ai été lui dire, et comme c'est quelqu'un qui démystifiait tout, qui se prenait jamais au sérieux, et qui avait beaucoup d'humour, je lui dis, écoute, seulement ta présence dans ma vie a fait que je suis confirmé, c'est-à-dire je n'ai plus aucun doute, c'est une évidence, c'est une certitude, même au-delà de ça, que le chemin que je parcours est le chemin que je devais faire. Et il m'a répondu simplement, oui, ça fait partie de mes attributions, en éclatant de rire. Et voilà, c'est très drôle, mais j'en ai rencontré un, effectivement, un personnage assez particulier aussi. Voilà. Mais globalement, tu es un self-made man. Tu t'es fait toi-même. Ouais. Bien, on va faire une petite pause. Donc je rappelle que Gérald Ben Merzoug est avec nous dans cette émission Nouvelle Conscience et qu'il est disponible encore une petite quarantaine de minutes. Donc le numéro de téléphone pour appeler le standard 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. En attendant un petit peu de musique, Snatam Kaur, Adi Shakti.
Voilà, c'était Adi Shakti de Snatam Core. Alors nous étions avec Xavier. Xavier qui voulait poser sa question. Xavier, ça a coupé, donc je ne sais pas si c'est vous qui avez coupé. En tout cas, vous pouvez rappeler au standard. Et puis, nous sommes aussi, surtout, avec Gérald Ben Merzouk pour la fin de cette émission, la dernière demi-heure, dans Nouvelle Conscience avec Olivier. Alors Gérald, tu nous as parlé de ton parcours très très étonnant. Tu as fondé, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, une association qui s'appelle Tout est un. Est-ce que tu veux en parler? Bien sûr. Alors, je l'ai monté en 2013 avec un ami qui en est devenu d'ailleurs le président. En fait, l'histoire, c'est que voilà, en fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Un matin, je me suis vraiment levé du lit et spontanément dit ah tiens, faut que je crée une association. Alors je commence à en parler à des amis qui m'entouraient, qui disaient ouais mais ce type d'association, il y en a déjà plein. Ben, je dis oui, je sais, mais bon, il faut que j'en fasse une. Donc j'ai pas forcément écouté les avis défavorables par rapport à l'idée d'en créer une, et puis donc elle s'est faite comme ça, et elle devait dans l'élan que j'avais, c'est-à-dire dans l'historique de ce truc-là, ça devait s'occuper des gens, ça devait se mettre en contact avec les gens dans la rue, ça devait distribuer de la nourriture, de l'eau, enfin tout un tas de choses comme ça, mais aussi qui est derrière ça une approche spirituelle, c'est-à-dire des gens qui aient une ouverture de cœur suffisante pour pouvoir aller au-devant des personnes démunies, parce que simplement leur apporter de la nourriture, c'est pas suffisant, il faut aussi la présence, c'est-à-dire des fois ils ont besoin qu'on parle simplement avec eux. Voilà. Et du coup, je souhaitais que ça soit ça. Et ça s'est passé en fait très très vite parce que tout un tas de personnes sont arrivées, sont rentrées dans cet assaut, des gens de différentes confessions religieuses, philosophiques. À un moment donné, on s'est retrouvé en partenariat, on y est toujours d'ailleurs, en partenariat avec l'Armée du Salut, avec le Secours catholique, avec qui on est en partenariat, et avec d'autres associations. Du coup, des équipes, des groupes de bénévoles sont arrivés de plus en plus pour aller faire donc des repas de l'entrée jusqu'au dessert dans des centres d'hébergement d'urgence, voilà, donc qui sont gérés par l'Armée du Salut, par le Secours catholique. Et c'est là où interviennent en fait principalement les bénévoles de l'association Tout est un. Voilà, à cette échelle-là, et puis progressivement ça s'est agrandi, une antenne en Belgique, une antenne en Espagne, enfin des choses comme ça qui se mettent en place très simplement, voilà. Si jamais quelqu'un a envie de participer à ton association, que ce soit sous forme de bénévolat ou de don, j'imagine qu'il faut aller sur le site de l'association toutet1.com. Exactement, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. toutet1.com, voilà. Voilà. Très bien, Gérald, merci pour cette belle initiative. Effectivement, il n'y en aura jamais assez, à mon avis. Ah oui. Alors, justement, j'aimerais quand même qu'on creuse un petit peu la question parce que, effectivement, il y a beaucoup de difficultés en ce moment et d'autant plus dans cette période de crise. Quel est pour toi le sens de cette crise? Qu'est-ce que l'être humain a à apprendre? Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut qu'il retrouve, en fait, qui se souvienne surtout. Parce que c'est comme un oubli. C'est l'amour, la compassion, la fraternité, et puis se libérer de l'illusion de ce que les Indiens appellent la Maya, pour pouvoir vivre pleinement cette plénitude dont parlent la plupart des maîtres et des sages, des saints, depuis des milliers d'années, même bien avant Jésus-Christ. Ça sert uniquement à ça, je veux dire, quand il arrive ce genre de choses, c'est simplement pour pointer encore d'une façon plus intense vers où il faut, entre guillemets, regarder. Et vers où il faut regarder, même si ce n'est pas un lieu géographique, ça oriente vers l'intérieur, vers l'intériorité. C'est là où se trouve l'absolu, entre guillemets, c'est une façon de le dire. Mais c'est ça, et toutes ces crises, elles servent uniquement à ça. Ça sert à rien d'autre, ça sert simplement à révéler qui nous sommes. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle et à l'échelle collective? C'est la même chose. Par exemple au niveau des gouvernements, des organisations, etc. C'est pareil, sortir de l'illusion, puisque de la façon que sont structurés les modes opératoires, j'allais dire, politiques, scientifiques, industriels, en fait c'est revoir
comment je pourrais dire ça, nos priorités entre guillemets, c'est-à-dire on peut fabriquer différemment, on peut faire de la politique différemment, on peut faire etc. Et pour ça il faut lever le voile de l'illusion. Tant qu'il y a cette illusion, tant qu'on est dans cette croyance d'illusion, forcément les choses que l'on va faire vont être souvent personnelles. C'est-à-dire on va penser qu'à soi, mais pas à soi avec un grand S, soi, le petit soi, c'est-à-dire le soi égotique. Et donc forcément, ça crée des incompréhensions, ça crée des peurs de l'autre, ça crée de la tristesse, ça crée de la souffrance. Voilà, tant que cette illusion elle n'est pas dégagée, forcément on va continuer dans le même cheminement avec les mêmes entre guillemets erreurs. Avec les mêmes points de vue, etc. Il y a tout ça à changer. Hein. Et la politique aussi, il faut qu'elle change. Elle ne peut plus rester telle qu'elle. Mais pour le moment, il faut aller comme on le dit, jusqu'au fond, c'est-à-dire dans la fange. C'est vraiment, il faut aller dans la boue complètement pour que ça rebondisse et qu'on se rende compte que, voilà, on a fait le tour maintenant, c'est bon, on va passer à autre chose. Pour qu'il y ait cette révélation, il faut vraiment aller dans l'expérience de l'incarnation jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il y a à faire. Et là, à partir de là, il va y avoir tout un tas de gens qui vont la conscience se révèle à ce moment-là, quoi. Très souvent, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont des éveils, même des fois des éveils collectifs. Ça arrive de plus en plus. Enfin, voilà, ça prend des grandes échelles maintenant. Et il n'y a que par là que ça va passer. Hein. La voie de la souffrance. Alors, la voie de la souffrance, même si elle n'est pas une obligation pour se réaliser, force est de constater quand même que depuis que l'homme est homme et qu'il semblerait qu'il s'incarne dans des enveloppes charnelles, il passe quand même par de la souffrance. Mais qu'est-ce que c'est que la souffrance en fait ? C'est simple. Le simple fait d'être quelque part incarné sans être conscient du processus et de tout un tas d'autres choses, c'est de la souffrance déjà. C'est ça déjà la souffrance. Tant qu'il n'y a pas de conscience d'être, il y a souffrance. Et c'est ça dont on parle, c'est-à-dire se libérer de toute cette illusion pour pouvoir vivre pleinement l'omniprésence de cette conscience que nous sommes. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme attitude pour les auditeurs face à cette crise ? Certains doivent se sentir démunis, d'autres impuissants, en colère peut-être face à... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux conseiller ? Oui, tout à fait. Et puis j'en sais quelque chose avec tous les gens que je reçois ou que j'ai, avec qui on a des discussions. Effectivement, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de doutes, de peur pour ce qui viendra dans le futur, et souvent je leur dis toujours les mêmes choses. Vous occupez pas du futur et n'essayez pas de vous rassurer en allant par nostalgie dans le passé, parce qu'on est en crise actuellement. Restez maintenant. Il n'y a que maintenant que vous pouvez réaliser qui vous êtes, il n'y a que maintenant que la peur s'évanouit, il n'y a que maintenant que les projections disparaissent, etc. Et du coup, c'est maintenant qu'ils peuvent vivre le bonheur et la joie. Pas en se projetant. Se projeter n'existe pas. Et le passé est passé, entre guillemets. Donc souvent, je leur dis, revenez toujours à maintenant, même s'il faut le faire 1000 fois par jour. C'est ça la posture, en fait. Si posture il y a, c'est celle-là. Il n'y a que dans le maintenant qu'on peut vivre l'éternité. Il n'y a que dans le maintenant qu'on peut vivre une joie immuable, une paix indicible, etc. C'est que maintenant. Restez maintenant. Et je parle pas, quand je dis maintenant, je ne parle pas du présent. Parce que le présent implique forcément une temporalité. S'il y a une temporalité, il y a une illusion. S'il y a une illusion, il y a de la souffrance. Je parle de maintenant, parce que maintenant, tu ne peux pas en faire le tour. Tu ne peux pas le localiser. Tu peux pas, comment je pourrais dire, donner une forme en fait. Tu peux pas dire quand ça démarre ou quand ça finit le maintenant. Maintenant c'est intemporel. C'est maintenant, c'est là. C'est même pas un état d'être, c'est. Donc souvent je dis aux gens, revenez à maintenant, même si vous savez pas quelque part, vous n'avez pas d'idée de ce que c'est. À l'intérieur de vous, ça sait. Donc revenez à maintenant. Et en période de crise, effectivement, c'est d'autant plus entre guillemets ce qu'il faut faire, quoi. Est-ce que tu aurais envie de nous proposer, comme tout à l'heure, un petit exercice, une petite pratique pour revenir, par exemple, à l'instant présent ou maintenant ? Maintenant, là, tout de suite.
Tu nous fais ça, tu nous guides un petit peu. Là, dans l'immédiat, je Ouais, ne peux pas te dire. fermez les yeux, revenez à l'instant présent, etc. Je vais pas le faire à ta place. Hein. Écoute, on peut le faire comme ça, très Allez, simplement. en proposant un peu de Donc, pratique. refermez les yeux, comme on le faisait tout à l'heure, tranquillement, à votre rythme. Voilà, à votre rythme. Tout à l'heure, le premier exercice que nous avons fait, c'était l'entre-deux pensées. Parce que dans l'entre-deux pensées, justement, il y a maintenant est là, et vous ne pouvez le vivre, cet entre-deux pensées, cette éternité, que si vous êtes là. Eh bien, l'éternel maintenant, prenez conscience que vous n'avez pas besoin, forcément, de faire un effort, d'avoir une technique ou une pratique. Prenez conscience que vous êtes cet éternel maintenant, qu'il est là, qu'il est omniprésent, que vous n'êtes même pas obligé d'y penser, de réfléchir dessus, de disserter dessus, que c'est vraiment ce que vous êtes, que là, il n'y a pas de temps. Et votre véritable nature, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas de temps, même si le mental intervient dans cette expérience de présence, le maintenant est quand même là. Il transparaît, il passe à travers ça. Rien ne peut empêcher de vivre l'éternel maintenant. Rien. Et n'essayez pas de comprendre ce qu'est maintenant. Accueillez simplement le fait d'être maintenant. Ne cherchez pas plus loin. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir lu beaucoup de livres pour ça. Vous êtes déjà ce maintenant. Et le maintenant, c'est pas un maintenant passé ou un maintenant futur. Le maintenant, il n'est pas présent non plus. Il est là. C'est ce que vous êtes. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Restez là. Mais en toute simplicité. N'essayez pas de rajouter des commentaires dessus. Restez là maintenant. Merci Gérald. Et ben tu vois le chat à nouveau, là, la chatte à nouveau, pareil, tranquille. J'allais proposer que on prolonge doucement ce petit moment de paix par un petit peu de piano, quelques minutes. Olivia Kolbock est une pianiste intuitive et donc je vous propose d'écouter un petit peu de piano intuitif et de rester un petit peu dans cet état.
Voilà, donc c'était Olivia Kolbock, un petit peu de piano, de douceur, de profondeur. Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2, l'émission Nouvelle Conscience présentée par Olivier avec Gérald Benmerzoug dans cette émission que j'accueille, qui est avec nous depuis 11h, 23h, il reste un petit quart d'heure. Si jamais vous avez envie de placer une petite question, le standard reste ouvert, pas très longtemps encore, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Alors Gérald, on a parlé en fil conducteur quand même beaucoup de la question du mental dans la première pratique qu'on a faite et puis tout au fur et à mesure. Alors, quelle est la fonction du mental? Quels sont ses mécanismes? Et puis peut-être quels outils peut-on utiliser pour le transcender? Tu avais commencé à en parler tout à l'heure par la première pratique que tu nous as proposée d'observation de l'espace entre deux pensées. Oui. Le mental, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, c'est ni un ami ni un ennemi en fait. Par contre, il a un rôle vraiment important. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas là, c'est tout comme l'ego, hein, c'est pareil, s'ils n'étaient pas là en fait, est-ce qu'il y aurait vraiment le questionnement du « qui suis-je » ? Donc, c'est important. Et ce mental, dès qu'il émet des pensées, une succession de pensées, enfin, de toute façon, il ne peut pas s'en empêcher, il est structuré de cette façon, il est construit comme ça, c'est-à-dire que lui-même ne sait pas pourquoi il fait ça, lui-même ne sait pas pourquoi il pense, enfin pourquoi il émet des pensées, pourquoi il structure des pensées, etc. Il ne le sait pas, il le fait malgré lui, il est construit comme ça. Donc, il intervient tout au long de l'existence humaine, pas pour nous emmerder ou nous pourrir la vie, mais simplement pour nous amener quelque part à une forme de saturation. Et lorsque nous sommes en saturation, nous allons forcément essayer de chercher un lieu, un endroit, je le dis comme ça, hein, pour mettre des mots, un sanctuaire où justement il n'y a plus de pensée, où justement il n'y a plus de mental, où justement il n'y a que la paix, la sérénité. Et le mental peut permettre ça, justement parce qu'il va nous amener à cette saturation, à ce ras-le-bol. Et du coup, forcément, ça crée une dynamique pour aller chercher plus loin intérieurement, c'est-à-dire intérieurement là où c'est la paix. Donc le mental a vraiment une grande utilité, mais beaucoup de gens pensent que c'est quelque part un parasite. On pourrait le dire aussi comme ça, mais en vérité c'est important que le mental soit là justement pour permettre quelque part de pousser à cette démarche spirituelle de libération. Voilà. Donc il a vraiment un rôle important. Après, en Occident, on ne pratique pas de la même façon que, par exemple, en Inde. En Inde, ils sont habitués à savoir que le mental, c'est illusoire, que c'est une illusion. Mais en Occident, on fonctionne beaucoup avec le mental. Il est omniprésent au quotidien, dans chaque moment de vie. Le mental est là, et on le voit. D'ailleurs, c'est un yogi qui disait ça. Il disait, vous les Occidentaux, vous avez fait du mental une entité à part entière avec laquelle vous conversez à longueur de journée. Il dit, chez nous, on n'a pas la même approche. On voit que c'est simplement un outil qui est là pour vivre un quotidien relatif. Mais ça s'arrête là. Le mental ne permettra pas d'accéder à la réalisation et à l'illumination. Ça n'est pas possible. Par contre, il peut aider à pointer du doigt, à pointer en fait, une direction, on va le dire comme ça pour mal le dire, justement là où il n'y a pas de pensée, là où le mental lui-même n'est pas là. Voilà. Mais il ne le sait pas ça, le mental qui permet ça, parce qu'il n'est pas conscient le mental. Donc il a quand même une grande utilité. Il a vraiment une grande utilité. Et tu disais tout à l'heure quelque chose que j'ai trouvé intéressant personnellement, à savoir que tu proposais en nous guidant, de ne pas chercher à contrôler le mental, en disant que de toute façon les pensées venaient d'elles-mêmes, comme si effectivement il y avait un mécanisme sous-jacent qui était à l'origine de ça, qui échappait totalement à notre contrôle. Est-ce que tu peux décrire ça ? Souvent nous faisons faire cette espèce de petit exercice très rapide pendant les satsangs, où on dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent,
Ah, mais moi, je contrôle mes pensées, je les gère, je pense ce dont j'ai envie de penser, comme je veux, de la façon que je veux, etc. Et je leur dis non, c'est pas vrai. Et les gens me disent si, je suis capable. Je dis ah bon, quelle est la prochaine pensée que vous allez avoir? Et là, personne n'est en mesure de me répondre. Personne n'y arrive. À chaque fois, je dis quelle est la prochaine pensée que vous allez avoir? Il n'y a aucune réponse. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, le mental lui-même est spontané. Mais il ne sait pas qu'il est spontané. Il est construit comme ça, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la pensée n'est pas localisée dans le cerveau. Le mental, je veux dire, on ne peut pas le localiser, c'est là, autour, c'est dans l'air, entre guillemets, pour le dire comme ça. Et ce mental par lui-même, cet univers est un univers mental, cet univers est un univers de pensée. D'accord? Mais c'est pas. Il y a des gens qui m'ont dit aussi, c'est le mental qui crée notre réalité. Oui, c'est vrai aussi, c'est-à-dire la réalité illusoire. Dès que vous arrivez à repositionner, entre guillemets, le mental, c'est-à-dire à le remettre à sa place, on va le dire comme ça, à partir de là, déjà, vous vous êtes libéré d'un certain poids, parce que le mental, quand même, prend beaucoup de place dans nos vies, et c'est lui qui fait partie du voile d'opacité, qui couvre l'expérience de l'absolu. C'est-à-dire que tant qu'il y a le mental, et que vous êtes attaché au mental comme étant une réalité absolue, vous ne pouvez pas réaliser justement l'absolu avec un grand A. Donc il est important de le reléguer à sa place, c'est-à-dire le mental n'est qu'un outil. Prenez conscience que vous n'avez aucun contrôle sur lui, donc laissez-le faire, d'accord? Portez simplement votre attention éventuellement sur les pensées, et encore, vous n'êtes pas obligé, hein, parce qu'on n'est pas obligé de suivre les pensées, on nous fait croire qu'on est obligé de suivre les pensées, ça c'est faux, c'est une croyance. Mais laissez-le simplement faire sa vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut s'entraîner à ça. Faites-le tous les jours un petit peu, et vous verrez qu'à un moment donné, ça va devenir quelque chose de... Au début, vous allez avoir des efforts pour le faire, il va falloir des efforts. Et après, ça va devenir naturel. Ça va devenir tellement naturel que le mental et les pensées, vous allez les entendre de plus en plus comme si elles étaient loin, éloignées de vous. Comme si vous entendiez simplement un murmure, et à un moment donné, vous ne l'entendrez même plus. C'est comme si qu'il était inexistant. Mais avant, il faut arriver justement à vous détacher de ce mental, pas en l'ignorant, mais simplement en acceptant qu'il soit là. En acceptant que les pensées soient générées, en acceptant qu'elles viennent spontanément, sans les commenter, sans rien rajouter autour. Et vous verrez que progressivement, ce mental va se transcender, va se transformer. Ce que les maîtres indiens appellent, une nouvelle qualité de pensée va être générée. Vraiment. Voilà. Toi, c'est ce que tu observes dans ta vie personnelle? C'est-à-dire? Effectivement, que ce mental est plus distant ou que tu ne l'entends même plus, ou qu'il y a une nouvelle qualité de pensée. Alors allons-y. Moi, je ne vois pas de mental. Quand on me pose la question, est-ce que tu as un mental? Je dis non. Une fois, Pierre me dit, il y a quelques temps, déjà il y a quelques années. Pierre le Guillemet. Voilà, peu de temps avant qu'il réalise le soi, il me dit un jour, Gérald, tu as du mental? Et je lui réponds non, spontanément. Il me dit, c'est pas possible, pour interagir dans ce monde, il faut qu'il y ait du mental. Je lui dis, non, il n'y en a pas. Et là, il s'écoule quelques semaines, quelques mois, et un jour il revient, et il a eu une prise de conscience, il me dit, ça y est, je sais d'où tu parles, à un moment donné, d'où ça parlait, d'où elle est venue la réponse. La réponse est venue de l'absolu. Nous sommes l'absolu avant toute chose, c'est de là qu'il faut partir. Et de l'absolu, il n'y a pas de mental. Si vous partez de la personnalité, du personnage que vous jouez au quotidien, il y a du mental. Immanquablement, il y a cet outil qui semble être là, être présent pour interagir avec le monde relatif. Mais si vous partez de l'absolu que vous êtes, et si à chaque fois vous arrivez à partir de là, plutôt que de partir du monde relatif, à chaque fois vous êtes directement entre guillemets, à la source. Vous n'avez pas besoin de passer par tout un tas d'intermédiaires. Vous partez de là, et là il n'y a pas de mental. Là il n'y a pas d'ego. Tout ça n'existe pas quand vous partez de l'absolu que vous êtes. Donc là maintenant, même pour formuler tes pensées, je ne sais pas si on peut dire ça du coup, mais pour dire ce que tu as à dire, ça passe directement depuis l'absolu jusqu'à ta bouche, sans passer par un mental. Et c'est comme ça pour chacun d'entre vous, pour tout le monde d'ailleurs, c'est pareil. Que vous ayez l'impression d'en être conscient ou pas. C'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que là, il semblerait qu'il pourrait y avoir des pensées et autres, mais si j'allais plus loin, je te dirais que je ne vois même pas d'image. Je ne perçois même pas d'image sur un hypothétique écran mental. Donc je ne saurais même pas dire, là, il faudrait que je fasse un effort monstrueux
pour aller voir s'il y a des images qui sous-tendent, j'allais dire quelque part, le verbe. Le fait que je suis en train de verbaliser, tu vois, ça serait un effort mais incroyable. Je n'ai pas l'élan de faire ça, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu perçois maintenant en dehors de tes 5 sens? Justement, c'est pas une perception. Je suis pas dans la perception. Tout est ce qu'il est, c'est-à-dire maintenant, tout est comme c'est. C'est ça qui est vécu là, dans l'expérience directe. On va le dire comme ça. Donc, c'est être constamment plongé dans l'être-té, dans le soi. C'est pas être plongé, parce que si tu es plongé dedans, ça veut dire qu'il y a deux. Là, c'est pas le cas. Tu es l'être-té. C'est pas du tout la même chose. Tu es la conscience, tu es l'absolu, tu es le soi, tu es Dieu, etc. Tu es ça. C'est pas tu es une partie d'eux où tu te plonges dedans. Tu es ça. Est-ce que tu dirais qu'à chaque instant tu es? Chaque instant, ça voudrait dire qu'il y a une temporalité. Tu m'embêtes, hein, tu me taquines. Hein. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des moments où c'est plus en arrière-plan, plus parfois sur le devant, ou parfois un peu plus lointain, ou peut-être... Est-ce que pendant la nuit aussi, d'ailleurs, est-ce que tu es aussi dans cette présence, dans ce tu es, la nuit? Oui, même la nuit, c'est pareil. Comment ça se manifeste, du coup, un sommeil quand on est? Alors, je vais te parler de... En ce qui me concerne moi, effectivement, donc, parce que chez d'autres, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont décrit ça différemment. Souvent, c'est le corps dort. Il dort vraiment, il est dans des cycles de sommeil. Je le perçois, je le vois, je l'observe en train de ronfler, de respirer fort. Mais tout est là quand même. C'est-à-dire que tout est entendu, vu, perçu. Je vais le dire comme ça, c'est vraiment pour mal le dire et pour mettre des mots. Hein. Ce qui fait que, en vérité, je ne dors pas. Mais c'est comme ça pour tout le monde, hein, en fait. Tu restes conscient. Voilà, mais c'est comme ça pour tout le monde, en vérité. Oui, enfin, moi... Tout le monde, c'est pareil. Oui, enfin, on est quand même inconscient la nuit, et puis on redevient conscient, entre guillemets. C'est une croyance, quand même. Il y a une grosse croyance derrière ça. Oui, certes. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux le dire, mais en vérité, dans l'absolu, c'est ce que vraiment vous êtes ça, déjà. Bien. Beau mystère, hein, la nuit s'approche justement, je vous invite à essayer peut-être ce soir d'être dans la présence et de dormir en étant. Gérald, il nous reste quelques petites minutes. Est-ce que tu veux pour la fin nous donner peut-être quelques exemples de pratiques que toi tu as faites et qui t'ont marqué, qui ont été peut-être pendant tes 15 années d'ascèse, qui ont été des repères importants? Est-ce qu'il y a des choses qui moi, c'est vrai que je conseillerais par moment, bon, et c'est vrai qu'il faut toujours suivre l'élan du cœur, si vous n'avez pas l'élan du cœur, ne le faites pas, mais les techniques qui ont quand même vachement marqué cette sadhana que j'ai pratiquée pendant une quinzaine d'années, c'était quand même les exercices de souffle, donc les pranayama par exemple, mais le jeûne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça a une grande importance. Ça permet de clarifier justement la vision intérieure. Ça permet souvent aussi enfin pas au début ça accentue le mental, mais alors après ça le calme, c'est incroyable, ça amène une clarté vraiment hallucinante. Donc ça c'est très très important. Si vous arrivez par moment à jeûner, alors vous n'êtes pas obligé de jeûner à sec, hein, vous pouvez le faire au liquide aussi c'est la nourriture dense qui fait qu'à un moment donné ça peut alourdir, donc c'est important par moment de jeûner. Pour moi ça a été une grande importance de jeûner, et des périodes où vous ne mangez plus de viande, de poisson, de crustacés, de choses comme ça, de produits laitiers, d'œufs et tout ça, mais pendant un certain moment, le temps de vivre certaines expériences. Ça vous aidera, parce que ça aussi c'est décrit par les yogis depuis des milliers d'années. Plus la nourriture est légère, subtile dans l'assimilation par le corps, plus vous avez de chances de vous intérioriser, de vous apaiser, de plonger en vous de plus en plus profondément. Plus la nourriture est dense, plus il y a l'effet contraire. Donc des choses comme ça, c'est des choses banales, basiques, mais vraiment importantes. Une journée, 24 heures de jeûne, à un moment donné dans la semaine, c'est génial. Ça vous permettra vraiment d'accéder à des choses vraiment intéressantes dans l'expérience. Le jeûne, le pranayama, tu veux nous donner un petit exemple de pranayama? Oh, vous en avez plein. La respiration, par exemple, quand vous marchez, la respiration consciente, quand vous marchez, vous portez votre attention sur l'inspire et l'expire.
uniquement, en essayant d'avoir un inspire et un expire de temps égal. Au début, vous allez voir, le mental s'en mêle, vous allez partir dans toutes les directions, vous allez vous éparpiller, mais revenez à ça, à chaque fois. Plus ça va, plus vous serez de plus en plus présent. D'accord ? De plus en plus calme aussi. Et en plus, le pranayama travaille aussi sur automatiquement, c'est-à-dire que les trois sont liés, sur l'énergie du centre sacré, donc tout ce qui touche à la sexualité, et tout ce qui touche aux pensées, au mental. Donc quand vous travaillez sur le pranayama, ça joue aussi sur le reste, sur ces deux que je viens de vous nommer. Et une respiration simple, celle que je vous ai donnée, respiration de temps égal, quand vous marchez dans la rue, quand vous travaillez, quand vous avez des occupations professionnelles ou autres, voilà, de temps égal, mais sans forcer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire, j'allais dire, un inspire qui va durer je ne sais pas combien de temps, et un expire, non, ça vous allez, à un moment donné, vous allez vous arracher les poumons. Vous le faites du mieux que vous pouvez et au maximum de ce que vous pouvez, mais par contre, vous portez l'attention là-dessus. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toi, Gérald, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci à toi, Olivier. Et puis un grand merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir suivis également. Oui. Et je vous souhaite une très belle nuit dans l'être. Oui, à maintenant. Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h.